L'année était 1305 et les rues de Londres résonnaient des cris des vendeurs colportant leurs marchandises et du cliquetis des sabots des chevaux sur les pavés, mais en ce matin doux, un son différent allait bientôt remplir l'air, le rugissement d'une foule sanguinaire se rassemblant pour assister à ce qui allait devenir l'une des exécutions les plus tristement célèbres de l'histoire. L'homme qu'ils étaient venus voir mourir était William Wallace, le chevalier écossais qui avait osé défier la couronne anglaise et unir ses compatriotes contre la domination étrangère. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas simplement une exécution, mais une opération soigneusement menée. Un théâtre orchestré de cruauté conçu pour détruire à la fois un homme et le symbole qu'il représentait. L'imagination populaire façonnée par les films hollywoodiens et les contes romantiques a aseptisé les derniers instants de Wallace en quelque chose de presque noble. Une mort rapide pour un héros courageux. Mais la réalité était bien plus sinistre et infiniment plus brutale. Le roi Édouard Ier, connu sous le nom de Longshanks, avait conçu la punition de Wallace non seulement comme une vengeance, mais comme un message qui résonnerait à travers les générations. Ce devait être une mort si horrible, si publique et si minutieusement documentée. Cela servirait d'avertissement à quiconque osait défier l'autorité anglaise. La méthode choisie était la pendaison, l'écartèlement et le tirage au sort, une punition réservée aux traîtres qui représentaient le summum absolu de la cruauté judiciaire dans l'Angleterre médiévale. Il ne s'agissait pas simplement de mettre fin à une vie, il s'agissait de la destruction systématique de la dignité humaine, l'oblitération de l'espoir et la création d'un spectacle si terrifiant qu'il entrait la mémoire collective de l'Écosse pour les siècles à venir. Aujourd'hui nous dépouillons le mythe et examinons-le. La réalité inébranlable des dernières heures de William Wallace. Pour comprendre toute l'horreur de l'exécution de Wallace, nous devons d'abord saisir le monde qu'il a créé. L'Écosse médiévale de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle était une terre prise entre l'indépendance et la soumission, où le concept de nation était encore en formation et où la loyauté était souvent déterminée par la survie plutôt que par le sentiment. Les guerres d'indépendance écossaises avaient éclaté suite à une crise de succession et Édouard Ier y vit une opportunité de soumettre l'Écosse. Contrôle anglais direct. Considérant le royaume du Nord comme une province rebelle plutôt que comme une nation souveraine, William Wallace est sorti de ce chaos non pas comme un noble en quête de pouvoir mais comme un petit propriétaire terrien poussé par des pertes personnelles et l'indignation nationale que sa famille avait subie sous l'occupation anglaise. Et quand il a levé son épée à Stirling Bridge en 1297, il l'a fait avec la fureur d'un homme qui avait tout perdu et la vision de quelqu'un qui voyait ce que l'Écosse pourrait devenir. Sa victoire était plus que tactique, c'était symbolique, prouvant que la cavalerie lourde anglaise pouvait être vaincue et que l'indépendance écossaise n'était pas seulement un rêve mais qu'Édouard le Bel n'était pas un roi qui tolérait la défiance, connu pour sa répression impitoyable de la résistance galloise et son expulsion des Juifs d'Angleterre. Longshanks comprenait que la rébellion était comme un feu qui pouvait se propager s'il n'était pas complètement éteint. Le succès de Wallace devait non seulement être inversé mais transformé en un récit édifiant. Le roi anglais devait démontrer que défier son autorité entraînerait avec des conséquences si graves qu'elles dissuaderaient les générations futures d'envisager même la résistance. Le contexte politique de 1305 était crucial pour comprendre le sort de Wallace. À cette époque, la plupart des nobles écossais s'étaient soumis au règne d'Édouard, considérant l'accommodement comme préférable à l'annihilation. La résistance continue de Wallace a fait de lui non seulement un ennemi de l'Angleterre, mais aussi un embarras pour l'aristocratie écossaise qui avait choisi la soumission. Sa capture est devenue une priorité non seulement pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons politiques. L'existence a remis en question la légitimité de la reddition de l'Écosse. La traque de William Wallace a duré des années, impliquant un vaste réseau d'espions, d'informateurs et de collaborateurs. Édouard y a placé une prime substantielle sur la tête de Wallace et l'administration anglaise en Écosse a travaillé systématiquement pour l'isoler de ses partisans potentiels. Le filet s'est progressivement resserré à mesure que d'anciens alliés se sont retournés contre lui, poussés par la peur, la cupidité ou simplement le désir de survivre dans un monde où l'association avec Wallace était devenue synonyme de mort. La trahison est venue, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires, de l'intérieur. En août 1305, Wallace a été capturé près de Glasgow, probablement par la trahison de Sir John Amante, un chevalier écossais qui s'était soumis à la domination anglaise. Les circonstances exactes restent débattues par les historiens, mais le résultat était clair. L'homme qui était devenu le symbole de la résistance écossaise était désormais aux mains des Anglais.
Sa capture a été célébrée à Londres comme une grande victoire, mais pour Édouard le Fur, ce n'était que le début de ce qu'il entendait être l'humiliation ultime de Wallace. Le voyage de l'Écosse à Londres était en soi une forme de torture destinée à briser l'esprit de Wallace avant sa punition finale. Lié et gardé, il fut promené dans les villes anglaises où des foules se rassemblaient pour voir le tristement célèbre rebelle écossais. C'était une guerre psychologique dans sa forme la plus calculée. La transformation d'un héros en spectacle, d'un leader en curiosité. Au moment où Wallace atteignit Londres, il avait déjà enduré des semaines de dégradation, mais son calvaire était loin d'être terminé. Le procès de William Wallace était une farce juridique. Il a servi un objectif de propagande important pour la couronne anglaise qui s'est tenue à Westminster Hall le 23 août 1305. Les débats se sont déroulés en latin, une langue que Wallace ne comprenait probablement pas. Il a été accusé de trahison, de meurtre, de sacrilège, d'incendie criminel et de divers autres crimes contre la couronne anglaise. L'ironie n'a pas échappé aux observateurs contemporains. Wallace était jugé pour trahison envers un roi qu'il n'avait jamais reconnu comme son souverain. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de parler, Wallace aurait déclaré qu'il ne pouvait pas être coupable de trahison envers Édouard Ier parce qu'il n'avait jamais été son sujet. Cette réponse provocatrice scella son destin, même si en vérité l'issue avait été prédéterminée. Le procès fut conçu pour donner un vernis juridique à ce qui était essentiellement une exécution prédéterminée. Les juges, tous nommés par Édouard Ier, n'avaient aucune intention de faire preuve de clémence envers l'homme qui était devenu le symbole de la résistance écossaise. Les accusations contre Wallace furent soigneusement élaborées pour justifier la sévérité de sa peine. La trahison était la plus grave. Délit passible de l'horreur de la pendaison, de l'écartèlement et de l'écarlate. Les accusations supplémentaires de meurtre et de sacrilège se référant à ces attaques contre des soldats et des membres du clergé anglais étaient destinées à le présenter comme un criminel plutôt que comme un guerrier. Le système juridique anglais était devenu une arme de terreur d'État et Wallace devait en être la victime la plus célèbre. La sentence fut prononcée avec une gravité cérémonielle. Wallace devait être traîné dans les rues de Londres, pendu par le cou, mais pas avant d'être mort, éventré alors qu'il était encore immobile. Vivant décapité et son corps coupé en 4 parties, chaque élément de ce châtiment avait une signification symbolique. Le dessin représentait sa dégradation, la pendaison son rejet par le ciel, l'éventration sa corruption spirituelle et l'écartèlement sa destruction complète. Ce n'était pas simplement une exécution mais un anéantissement. Le matin du 23 août 1305 se leva clair et chaud à Londres. La ville se préparait à ce spectacle depuis des jours avec des échafaudages érigés et des foules se rassemblant de toute l'Angleterre pour assister à la mort du. Les autorités écossaises rebelles avaient transformé l'exécution de Wallace en jour férié, avec des vendeurs de nourriture et de boissons aux masses rassemblées. Il ne s'agissait pas seulement de justice, mais de divertissement, un rappel du pouvoir de la couronne anglaise et du sort qui attendait ceux qui osaient la défier. Wallace fut d'abord déshabillé et attaché à une haie, un cadre en bois qui le traînerait à travers les rues de Londres. L'itinéraire avait été soigneusement planifié pour maximiser à la fois l'humiliation et le spectacle depuis la tour de Londres où il avait été retenu. Le cortège s'est déplacé à travers les quartiers les plus animés de la ville en s'assurant que le plus de personnes possible seraient témoins de sa dégradation. Les pavés ont déchiré sa chair alors qu'il était traîné derrière des chevaux, laissant une traînée de sang qui a marqué son dernier voyage là. Foule qui bordait les rues était un mélange de chercheurs de curiosité, patriotes anglais et ceux qui aimaient simplement assister à la souffrance des autres. Les exécutions médiévales étaient des événements publics servant à la fois de divertissement et de rappel brutaux du pouvoir royal. Les spectateurs ont hué et jeté des réfugiés sur Wallace alors qu'il passait. Leur comportement était encouragé par les autorités qui voulaient s'assurer que ces derniers instants soient aussi humiliants que possible. Il s'agissait d'une cruauté sponsorisée par l'État à grande échelle. Le cortège avançait lentement, laissant le maximum de temps à la foule pour se rassembler et pour prolonger les souffrances de Wallace. Les récits contemporains le décrivent comme conscient tout au long de cette épreuve, ses yeux fixés sur un point lointain comme s'il voyait au-delà de l'horreur immédiate de sa situation. S'agissait-il d'un défi ?
Démission ou simple choc reste inconnu, mais des témoins ont noté qu'il n'a jamais crié ou demandé grâce, un détail qui deviendra plus tard une partie de sa légende. À Smithfield, le lieu d'exécution traditionnel de Londres, un échafaudage avait été érigé spécialement pour la mort de Wallace. La foule ici était encore plus grande et plus bruyante que le long du parcours, avec des vendeurs vendant des tartes et de la bière aux spectateurs qui avaient réclamé les meilleures positions de vue. Quelques heures plus tôt, l'atmosphère de carnaval était délibérée, les autorités anglaises voulaient Wallace. La mort ne doit pas être commémorée comme un martyr mais comme une célébration de la justice et du pouvoir anglais. Le bourreau, un professionnel qui avait probablement commis des dizaines de meurtres de ce type, a commencé son travail avec un manque de pratique. Wallace a d'abord été pendu par le cou, mais la corde a été positionnée de manière à assurer l'étranglement plutôt qu'une mort rapide en brisant le cou. La foule l'a regardé lutter pour respirer, son visage devenant violet, son corps convulsant dans la danse universelle de la mort par asphyxie, mais juste au moment où la conscience commençait à s'estomper, il a été abattu. Vivant, toujours conscient de ce qui lui arrivait, ce qui suivit fut la partie la plus horrible de toute l'épreuve. Alors que Wallace était encore conscient, le bourreau commença à l'éventrer à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il ouvrit l'abdomen et commença à retirer les organes internes un par un. Les récits contemporains décrivent les cris de la victime comme différents de tout ce que les témoins avaient jamais entendu. Un son qui semblait provenir des profondeurs de la souffrance humaine elle-même. Le bourreau brandit chaque organe pour que la foule le voie avant. Le jetant dans un feu qui avait été préparé à cet effet. Le symbolisme de brûler les entrailles de Wallace n'était pas accidentel. Dans la pensée médiévale, les intestins étaient considérés comme le siège de l'émotion et de la compassion. En les brûlant pendant qu'il regardait, le bourreau détruisait symboliquement l'humanité de Wallace, le réduisant à quelque chose de moins qu'humain aux yeux de la foule. L'odeur de chair et d'organes brûlés remplissait l'air, ajoutant une autre couche d'horreur à une scène déjà cauchemardesque. À travers tout cela, Wallace est resté conscient. Ses yeux ouverts et conscients, même si son corps était systématiquement détruit. Certains récits suggèrent qu'il a continué à parler bien que ce qu'il a dit ait été perdu dans l'histoire. Le talent du bourreau ne résidait pas seulement dans le fait de causer un maximum de douleur, mais dans le fait de maintenir la victime en vie aussi longtemps que possible. La mort viendrait comme une libération et non comme le point culminant de la souffrance. Finalement, miséricordieusement, le bourreau s'est mis en route pour achever son travail macabre. La tête de Wallace a été tranchée d'un seul coup de hache tranchante, mettant fin à ses souffrances enfin, mais même dans la mort, l'humiliation. Suite, la tête a été levée pour que la foule voie le sang qui coulait encore du cou coupé avant d'être mise de côté pour une exposition ultérieure. Le corps a ensuite été coupé en 4 quarts, chaque morceau présenté à l'inspection de la foule comme des morceaux de viande dans une boucherie. L'élimination des restes de Wallace était aussi calculé que son exécution. Sa tête a été trempée dans du goudron pour la préserver et montée sur une pointe sur le pont de Londres où elle resterait pendant des années comme un avertissement à quiconque pourrait envisager de défier l'autorité anglaise. Les 4 quarts de son corps furent envoyés dans différentes villes écossaises, Newcastle, Berwick, Stirling et Perth, où ils furent exposés publiquement pour rappeler le sort qui attendait les rebelles. Cette distribution des parties du corps de Wallace était plus qu'une simple brutalité, c'était une forme de communication politique. Chaque morceau servait de message à la population locale, un rappel physique de la puissance anglaise et des conséquences de la résistance. Les Anglais comprirent que les symboles pouvaient être aussi puissants que des armées et le corps démembré de Wallace devint un symbole de la domination anglaise sur l'Écosse. Les conséquences immédiates de l'exécution de Wallace furent exactement ce qu'Édouard le Fougère avait espéré. Ce spectacle brutal avait atteint son objectif. La résistance écossaise sembla s'effondrer face à une démonstration aussi écrasante de la puissance anglaise. Beaucoup de ceux qui avaient soutenu Wallace avaient fui le pays ou s'étaient soumis à la domination anglaise, estimant qu'aucune cause ne méritait une mort aussi horrible. L'exécution avait réussi à transformer un symbole de résistance en un avertissement contre la rébellion, mais Édouard le Fougère avait. Il a mal calculé la réponse écossaise au martyre de Wallace au lieu d'écraser la résistance écossaise. La brutalité de l'exécution de Wallace l'a en fait renforcée. L'horreur même de sa mort est devenue un cri de ralliement pour ceux qui refusaient d'accepter la domination anglaise. Robert Bruce, qui deviendra plus tard roi d'Écosse, aurait été poussé à l'action par le spectacle de l'exécution de Wallace, y voyant le vrai visage de la domination anglaise. La manière dont Wallace est mort a également influencé les tactiques de la future résistance écossaise. La leçon.
Il était clair que la capture par les Anglais signifiait une torture et une humiliation au-delà de l'imagination. Cette connaissance a conduit à une forme de guerre plus désespérée et déterminée où les combattants écossais préféraient la mort au combat à la reddition. L'exécution de Wallace avait créé une culture du sans-quartier où la pitié n'était ni attendue ni accordée. Les ramifications politiques s'étendaient au-delà des frontières de l'Écosse. D'autres royaumes européens ont observé l'exécution de Wallace avec intérêt et horreur, y voyant une démonstration des méthodes anglaises qui pourraient facilement être appliquées à. La brutalité de l'exécution est devenue une partie de la réputation de l'Angleterre, contribuant à l'isolement qui allait plus tard compliquer la politique étrangère anglaise. Édouard avait reçu le premier message de force, mais le message de cruauté l'avait également reçu. La documentation historique de l'exécution de Wallace est vaste, tirée de multiples sources contemporaines qui fournissent une image remarquablement détaillée de l'événement. La chronique de l'Anneau, écrite par des moines anglais, décrit l'exécution dans des détails cliniques, notant la réaction de la foule et la durée de l'exécution de Wallace. Ces récits, bien que biaisés en faveur de la perspective anglaise, fournissent un aperçu précieux des attitudes médiévales envers la justice et la punition. Les sources écossaises, bien que moins nombreuses, offrent une perspective différente sur l'exécution. La chronique de John de Forain dépeint Wallace comme un martyr qui a affronté la mort avec dignité et courage, soulignant son refus de demander grâce ou de renoncer à sa cause. Ces récits, bien que peut-être romancés, reflètent l'impact de la mort de Wallace sur la conscience nationale écossaise et la transformation de une défaite militaire transformée en victoire morale. Les archives judiciaires du procès et de l'exécution de Wallace fournissent peut-être le compte-rendu le plus objectif des événements. Ces documents conservés dans les archives nationales anglaises révèlent la planification minutieuse qui a présidé au procès et à l'exécute. Chaque détail a été documenté, des accusations portées contre Wallace à la disposition de sa dépouille, suggérant que les autorités anglaises comprenaient la signification historique de ce qu'elles faisaient. Témoignages d'observateurs anglais et écossais fournissent des couches de détails supplémentaires sur l'exécution. Certains décrivent l'enthousiasme sanguinaire de la foule tandis que d'autres notent la dignité apparente avec laquelle Wallace a fait face à sa mort. Ces perspectives variées soulignent la complexité de l'événement et ses différentes significations pour différents publics. L'héritage de l'exécution de William Wallace s'étend bien au-delà des conséquences politiques immédiates de sa mort dans les siècles qui ont suivi. Son histoire est devenue un mythe fondateur du nationalisme écossais, inspirant des générations d'Écossais à résister aux puissances étrangères. Domination. La brutalité même de son exécution l'a transformé d'un rebelle raté en un symbole de martyr et de résistance qui s'est avéré plus puissant dans la mort qu'il ne l'avait été dans la vie. L'exécution a également influencé le développement du droit international et des concepts des droits de l'homme. Plus tard, les juristes ont souligné le traitement de Wallace comme un exemple de cruauté judiciaire qui a violé les principes fondamentaux de la dignité humaine. L'idée que même les ennemis de l'État méritaient un traitement humain de base a commencé à émerger. En partie en réaction à des excès comme l'exécution de Wallace. L'impact culturel de la mort de Wallace peut être vu dans la littérature, l'art et la musique qui ont émergé au cours des siècles suivants. Des ballades médiévales aux films modernes, son histoire a été racontée et racontée à chaque génération, trouvant un nouveau sens à son sacrifice. La scène d'exécution en particulier est devenue un puissant symbole de la lutte entre l'oppression et la liberté, la tyrannie et la justice. L'impact psychologique sur le peuple écossais a été profond et durable. L'exécution de Wallace a créé un traumatisme collectif qui est devenu partie intégrante de l'identité culturelle écossaise, une mémoire partagée de souffrance qui a uni la nation d'une manière que la victoire militaire seule n'aurait pas pu atteindre. L'horreur de sa mort est devenue une source de force, prouvant que certaines choses valaient la peine de souffrir et que la dignité pouvait être maintenue même face à la dégradation ultime. La méthode d'exécution choisie pour la pendaison de Wallace, l'écartèlement et le tirage au sort, était en soi une déclaration sur la nature de la justice médiévale et la relation entre le dirigeant et le sujet. Cette forme particulière d'exécution était réservée aux traîtres, ceux qui avaient violé le lien sacré entre le roi et son sujet. En l'appliquant à Wallace, Édouard Lamande affirmait que tous les habitants des îles britanniques étaient ses sujets, qu'ils le reconnaissent ou non. La nature publique de l'exécution était tout aussi importante. La justice médiévale était un théâtre conçu pour renforcer les hiérarchies sociales et les relations politiques par le spectacle. L'exécution de Wallace était peu être la performance la plus élaborée de son époque, impliquant non seulement la destruction physique de la victime, mais le conditionnement psychologique du public.
La foule n'était pas simplement témoin de la justice, mais participait à un rituel du pouvoir de l'État. La documentation détaillée de l'exécution suggère que les autorités anglaises comprenaient qu'elle créait un moment historique. L'enregistrement minutieux de chaque détail, de la racine du cortège à l'élimination des parties du corps, indique que cela était destiné à être commémoré. L'exécution ne visait pas seulement à punir Wallace, mais à propos de la création d'un récit qui servirait les intérêts anglais pour les générations à venir, la dimension internationale de l'exécution ne doit pas être négligée. L'Europe médiévale était un monde interconnecté où les nouvelles circulaient rapidement et la réputation comptait énormément. L'exécution de Wallace a été observée par des dignitaires étrangers et rapportée à travers le continent, contribuant à la réputation de l'Angleterre comme une puissance prête à utiliser des mesures extrêmes pour maintenir le contrôle. Cette réputation influencerait les relations diplomatiques pour les décennies à venir. Alors que nous réfléchissons à l'horreur de l'exécution de William Wallace, nous sommes confrontés à des vérités inconfortables sur la nature humaine et l'exercice du pouvoir. Les foules qui se sont rassemblées pour assister à ces souffrances n'étaient pas des monstres mais des gens ordinaires qui avaient été conditionnés à accepter et même à apprécier la destruction systématique d'un autre être humain. Leur enthousiasme pour le spectacle révèle la capacité de cruauté qui existe au sein d'une société civilisée lorsqu'elle reçoit une sanction officielle. L'exécution démontre également à quelle vitesse l'extraordinaire peut devenir. Routine le bourreau qui a démembré Wallace était un professionnel expert dans l'art de prolonger la souffrance. Les responsables qui ont organisé l'événement étaient des bureaucrates suivant les procédures établies pour traiter les traîtres. La normalisation de la cruauté extrême est peut-être plus dérangeante que la cruauté elle-même, suggérant que la civilisation est toujours plus fragile que nous pourrions le croire. La transformation de Wallace de rebelle à martyr illustre la nature imprévisible du symbolisme politique. Edward the Found intended the. L'exécution a été utilisée pour démontrer la futilité de la résistance, mais elle a plutôt créé un puissant symbole de la noblesse du sacrifice pour un principe. L'excès même de l'exécution a contribué à son échec en tant que moyen de dissuasion. L'horreur était si complète qu'elle est devenue sublime, transcendant son objectif immédiat pour devenir quelque chose de plus grand. La fascination durable pour l'histoire de Wallace parle de notre besoin de héros qui incarnent nos idéaux les plus élevés, même dans, ou peut-être surtout, face à la souffrance ultime. Son exécution nous rappelle que les plus grandes victoires sont parfois morales plutôt que militaires. La dignité peut être maintenue même lorsque tout le reste est dépouillé et l'esprit humain peut triompher même au moment de la destruction du corps. L'histoire de l'exécution de William Wallace est en fin de compte une histoire sur le prix de la liberté et le coût des principes dans notre monde moderne confortable. Il est facile d'oublier que les libertés que nous tenons pour acquises ont été achetées avec le sang et la souffrance de ceux qui nous ont précédés. La mort horrible de Wallace sert de rappelle que la liberté n'est jamais gratuite et que ceux qui en jouissent ont la responsabilité d'honorer le sacrifice de ceux qui sont morts pour elle. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à nos propres défis en matière de liberté et de dignité humaine, l'histoire de Wallace reste pertinente. Les méthodes ont peut-être changé mais la lutte fondamentale entre l'oppression et la liberté continue. Son exécution nous rappelle qu'il y a des principes qui valent la peine de souffrir pour des causes qui valent la peine de mourir et que le choix entre la liberté et la sécurité est un choix que chaque génération doit faire pour elle-même le sang trempé. Les pavés du Londres médiéval résonnent encore du message que certaines choses valent n'importe quel prix et que l'esprit humain, même brisé, peut encore inspirer les autres à continuer la nuit.